Bonjour à tous. Alors, bonjour Ethan. Heureusement qu'il y a ta photo sur Discord. Bonjour. Alors par contre, je ne reconnais pas tous les pseudos. Si vous pouviez me dire à peu près qui vous êtes dans la classe, c'est plus facile pour moi. Oui, Ethan, je t'avais reconnu. Ok, Clément. Bon, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Et puis il est tout juste 13h. Vous m'entendez bien? Tout va bien? J'ai pas reçu tous vos travaux sur le Von Neumann. Voilà, après vous l'envoyez donc soit en Word, hein, soit même un fichier TXT, mais au moins envoyez-moi quelque chose. Donc après vous avez soit l'adresse académique, soit l'ENT qui marche. Je vous l'ai renvoyé par mail sur l'ENT. Je vous entends pas fort, c'est normal. Je ne sais pas, je parle pas pour l'instant beaucoup. Bonjour, Ronan. J'ai pas changé mes paramétrages. D'accord. Bah, de toute façon, il y aura toujours la vidéo. Cette fois-ci, j'ai bien paramétré pour que Twitch enregistre normalement la session. Alors, je vais mettre un gars. Ok. Je sais pas si là le micro vous allez mieux entendre ou pas. Attendez, hop, fermer. Je vais. Ah mais non, il est déconnecté. Est-ce que ça va mieux là? Ah, faudrait savoir. Bon, normalement j'ai mis un gain et puis en fait j'avais désactivé. Le micro n'était pas pris en compte. Ok, alors on va attendre jusqu'à 5, hein. On va vérifier que les uns les autres arrivent. Donc vous avez vu que voilà, le chat va être un petit peu plus sérieux, hein. J'ai un modérateur qui est derrière moi, donc vous êtes prié de ne pas dire de bêtises. Au pire, vous serez banni. Donc ce serait dommage. Vous aurez toujours la vidéo, c'est l'avantage. Et puis vous avez donc c'est restrictif aux aux followers, donc il y aura un petit peu moins de passages potentiellement. Donc j'apprends Twitch, écoutez. Ça va, vous avez eu des cours cette semaine? On peut quand même mettre des emotes. Oui, j'ai rien touché là-dessus, donc oui, a priori. Ça va, vous avez beaucoup de cours ou pas du tout? Enfin, je me rends pas compte, c'est... Combien de temps est-ce que vous passez vraiment à avoir des cours? Pour avoir une petite idée. Des heures. Ça, c'est pas une idée, ça, oui, j'en conviens. J'en conviens que c'est des heures, pas des minutes, mais... Il y a que en physique?
D'accord, ça fait que 2. Ouais, et après vous avez des devoirs à faire à la maison, par d'autres profs. Bon. Du coup, physique c'est quoi? C'est peut-être si c'est une spé, ça fait 4 heures aussi, donc ça fait 8 heures au total. Bon. J'imagine que vous avez un peu de temps libre derrière pour jouer, regarder la télé. Et faire votre boulot un petit peu quand même. Bon, voilà, alors j'ai vu sur Discord qu'il y avait que certaines personnes allaient arriver. J'ai pas vision de qui est sur place. Bon. Comment vous savez? Roland, c'est pour moi la question? Si je sais 8 heures, bah j'imagine 4 heures de SP plus 4 heures de NSI. Hein. Bah le cours commence... moi je veux bien le commencer maintenant. Bon, ça vous êtes pas très nombreux. J'espérais qu'il y ait un petit peu plus de monde sur Discord. Je vois que ça bouge un peu, mais je sais pas, j'ai pas... voilà. Mehdi, Maud... Bon, ils arriveront. Alors oui, j'ai le Discord sur... J'ai le chat sur OBS. Bon. Bah sinon, voilà, vous faites le chat du stream. Si ça va pas trop vite, si vous dites pas trop de bêtises, je veux bien le suivre. Par contre, sinon, bah tant pis, je laisserai tomber. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, il y a un lien, bah sinon vous allez chercher... je vous renverrai le lien. Hein. Attendez. Oui, j'ai vu Ethan, j'ai vu ce que tu m'avais envoyé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Je sais pas ce que j'ai fait là. Bon, je vous renverrai les liens un petit peu plus tard sur Discord. Moi, si je peux... D'accord, Maud, ça marche. Voilà, je vous fais le cours, vous regarderez, je vous renverrai si besoin voilà, les différents liens. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par parler d'architecture hardware, et puis voilà, de compléter un peu ce qu'on a fait la dernière fois sur tout ce qui concernait, on a fait de l'assembleur, hein, pour rappel, et puis ensuite de reparler d'un autre algo qu'on doit voir qui est au programme, qui est l'algo KNN, et puis vous verrez un peu, donc on fera une intro, on va voir si ça tient 2 heures, au pire ça tient un peu moins, c'est pas très grave. Donc dans l'architecture hardware, il faut bien se dire que je vais réutiliser en partie le travail que je vous avais demandé sur Von Neumann. Donc soyez pas étonnés de voir sa tête assez vite apparaître, puisqu'il est à l'origine de tout ça. Alors, donc voilà un petit...
Donc comment est-ce qu'on va développer ça? Finalement, on va commencer par justement parler de Monsieur von Neumann. Donc ce que je vous ai fait faire, c'est essayer d'aller vous renseigner sur l'architecture von Neumann. Alors c'est qui von Neumann, hein? C'est plutôt un ingénieur. Alors vous avez vu si vous avez regardé la vidéo qu'il est prolifique. Voilà, il a fait autant, il s'est investi dans la bombe nucléaire avec avec l'idée justement de cette idée de comment dire, qu'une explosion pouvait en emmener une autre, ainsi de suite, jusqu'à donc générer une supra-explosion, que c'est lui qui, dans ce même projet, avait calculé où était la meilleure position de l'explosion de la bombe nucléaire en vue de faire le plus de dégâts, et donc entre autres que la bombe devait exploser non pas à l'impact sur Terre, mais dans le ciel. Mais il a aussi travaillé sur la bourse, sur les statistiques boursières, et puis alors comment dire, c'est le théorème du jeu, enfin voilà, comment tout ça était en lien. Donc finalement il avait aussi une visée dans l'économie, sachant qu'il a commencé également à parler, à faire beaucoup de maths sur l'aspect militaire des choses, c'est-à-dire où est-ce que tombe une bombe quand on envoie un canon, quand on tire d'un canon, où atterrit la bombe. Et en faisant tout ça, en faisant beaucoup de travail, surtout mathématique, il a fini par se retrouver donc à rencontrer à l'époque les premiers concepteurs de l'ENIAC, donc un ordinateur, et l'un des premiers ordinateurs, et puis à se pencher donc sur des problématiques mathématiques, puisque c'était quand même son domaine. Et et il a défini, donc il a été le premier à définir un modèle pour que la machine tourne plus facilement, et finalement ce modèle c'est toujours celui qui est en vogue actuellement. Alors qu'est-ce qu'il dit ce modèle? En fait, la richesse de von Neumann, l'inventivité de von Neumann, elle repose sur une chose finalement assez simple, c'est de considérer que tout ce qui est dans la machine est un fichier qui s'enregistre quelque part. Alors pour les données, c'est assez compréhensible, hein. Vous mettez des données, que ce soit un fichier correspondant à quelqu'un, nom, prénom, âge, vous mettez tout dans un fichier. Une photo, c'est un fichier, voilà. La donnée, c'est assez compréhensible. Là où il a été particulièrement innovant, c'est qu'il a également dit les instructions sont également des fichiers qui vont être stockés en mémoire. Et finalement, le modèle structurel repose sur cette notion de mémoire et de va-et-vient entre ce qui font les opérations et d'où viennent les données et où sont rangées les données une fois traitées. Donc l'architecture de von Neumann, c'est un modèle structurel d'ordinateur dans lequel l'unité de stockage unique sert à conserver à la fois les instructions, les données, demandées ou produites par le calcul. Et donc, la particularité de ces ordinateurs, ça va être de faire des va-et-vient entre tout ça. Alors, à quoi ressemble ce modèle? Donc, ce que vous avez pu voir, alors même s'il était présenté un peu différemment, faut avoir en tête que le modèle d'architecture de von Neumann, pour le coup, je vous conseille de le connaître, parce que il pourrait très bien vous demander de compléter ce modèle-là. Donc, se compose de 4 parties principales. La première partie, c'est l'UAL, l'unité arithmétique et logique, ou unité de traitement. C'est dans cette unité-là que vont se passer tous les calculs et qui vont se retrouver les additionneurs dont on avait parlé la dernière fois, les portes logiques et ou, ainsi de suite. Il va se retrouver ensuite l'unité de contrôle. C'est lui qui va séquencer les opérations. Alors, un petit exemple, quand vous avez par exemple peut-être un ordinateur sur lequel il est marqué, donc moi j'ai un ordinateur, c'est marqué Intel Core i5. Ça veut dire que dans cet ordinateur-là, j'ai 5 microprocesseurs différents. Et si je veux faire tourner beaucoup de programmes en même temps,
en fait, l'unité de contrôle, elle va dire, bah, tel microprocesseur, tu vas faire ça, gérer un Excel. Tel microprocesseur, tu vas faire ça, gérer une recherche internet. Tel microprocesseur, tu vas faire ça. Il va partager le boulot et il va faire en sorte que si vraiment je fais tout en même temps, que tout t'avance petit à petit en même temps. Même si, voilà, c'est presque du temps en parallèle, ce qui n'est pas forcément le cas, mais voilà, son rôle, ça va être de séquencer les opérations. Alors quand ça va être un gros jeu unique qui va tourner, bah c'est pareil, ils vont faire la même chose, même si c'est rapporté à un seul et même programme, l'unité de contrôle va dire, bon bah voilà, toi tu commences par charger sur un gros jeu, commence par charger une image de l'herbe, tiens bah fais bouger le personnage, puis fais maintenant mouvoir l'herbe, voilà, ça va séquencer l'ensemble, donc après ça peut aller très vite. Ensuite, vous avez la mémoire. La mémoire qui contient à la fois des données donc, et le programme. Donc c'est elle qui va tenir le tout, et d'ailleurs donc elle chapeaute le tout. On va voir que finalement la machine de von Neumann et l'ordinateur d'aujourd'hui, elle utilise beaucoup la mémoire, la notion de mémoire. Donc la mémoire contient à la fois les données, les programmes qui indiquera à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire sur ces données. Et puis ensuite, les dispositifs d'entrée-sortie qui permettent de communiquer avec nous. Entrée assez classique, le clavier souris, et sortie assez classique, l'écran. Et ensuite, vient se rajouter certaines particularités. Entrée-sortie combinée, l'écran tactile. Hein, vous avez à la fois l'un et l'autre. Alors, on va rentrer dans les différents composants, histoire de visualiser à quoi ça correspond. Et puis, la dernière fois, il y avait des questions sur les différents types de mémoire. Donc, on va revenir sur les uns les autres, voir vraiment où est-ce qu'ils interviennent. Alors, les principaux composants, donc parmi ces principaux composants, vous avez le microprocesseur. En anglais, on parle de CPU, Central Processing Unit. Hein, donc là, voilà, je vous parlais de Intel Core i5, i5, i7. Donc là, ça vous définit finalement combien vous avez de lignes en parallèle qui puissent traiter l'information. Donc c'est un composant essentiel qui exécute les instructions machines des programmes informatiques. C'est lui qui est le plus énergivore. C'est-à-dire que c'est lui qui consomme le plus dans votre ordinateur, dans votre carte mère. Donc il faut, le plus gourmand, et donc il est équipé, alors surtout d'un ventilateur, mais potentiellement d'un radiateur aussi. Ces composants électroniques, ça reste des composants très fragiles. Le radiateur, le ventilateur, sont des éléments importants dans un ordinateur. Si vous n'avez pas suffisamment de ventilation, vous pouvez très bien, entre guillemets, cramer un PC, parce que justement, vous avez surchargé l'un ou l'autre composant. D'ailleurs, les principaux composants qui crament, ce sont des condensateurs qui accumulent de l'énergie. Alors, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il a ? Finalement, donc le microprocesseur, c'est une grande boîte noire dans laquelle il y a déjà plein de choses. Finalement, par rapport au modèle de von Neumann, il y a déjà deux composants principaux. D'abord, il y a donc l'unité arithmétique et logique, AUL. Donc lui, son objectif, c'est faire des opérations. Arithmétique, opérations logiques, c'est-à-dire des et, des ou, les plus, les multipliés, voilà, tout ce que vous pouvez avoir à faire en calcul, sachant que vous en faites, dès que vous lancez un programme, lui, il est chargé de faire un calcul. Vous demandez, vous faites un filtre parce que vous voulez avoir uniquement telle donnée, lui, il fait une opération logique, je veux ça et ça, ou je veux ça ou ça. Vous avez tout de suite des opérations logiques qui interviennent, même sans avoir à faire des maths. Vous avez ensuite une partie registre. C'est une mémoire. Le microprocesseur, il a à l'intérieur de lui-même déjà une petite mémoire. Son objectif, mémoriser l'information, donnée ou instruction, au sein même du CPU en très petite quantité. En clair, le registre est capable d'avoir en mémoire ce qu'il doit utiliser directement pour les opérations logiques ou arithmétiques. Donc vous faites un calcul, vous dites A égale 1, B égale 2, le registre va
uniquement garder ces valeurs-là, et puis ensuite va potentiellement également aller retenir temporairement les lignes de code au fur et à mesure. Et dernière partie, vous avez donc le microprocesseur, il comprend donc l'unité de contrôle. Et l'unité de contrôle, c'est un chef d'orchestre. Il a pour rôle le rôle de chef d'orchestre, il envoie les données et les instructions à l'unité arithmétique et logique, et en fonction de ça, donc en fait, il va faire le lien entre le registre, il va prendre la donnée, il va l'envoyer dans l'unité arithmétique, l'unité arithmétique va récupérer la valeur résultat et va le renvoyer dans le registre, ainsi de suite. Voilà, ça va. Donc ça c'est le microprocesseur, hein, finalement il a déjà, sur un si petit composant, on a déjà plein de choses. Alors, ensuite, donc ce qui va chapeauter l'ensemble de l'ordinateur, hein, du fonctionnement de von Neumann, finalement, ça reste la mémoire. Alors la mémoire, finalement, ça permet de stocker d'abord des données et des programmes. Donc tout à l'heure, hein, on va aller chercher finalement à quoi ça correspond. Donc dans la plupart des mémoires, les informations déjà sont classées par adresse. Chaque octet est accessible à une adresse unique. Faut bien voir ça comme si on mettait, donc vous prenez une boîte postale sur laquelle, donc une boîte postale d'entreprise, hein, vous avez plein de casiers différents, vous avez un numéro de case à chaque fois, et puis derrière vous avez potentiellement une enveloppe avec de la donnée. Bah là c'est la même chose, vous avez donc un adressage, une adresse, et derrière chacune des adresses, il y a une donnée, il y a des octets accessibles. Alors comment fonctionnent les mémoires et quelles sont-elles? Alors il faut bien faire la différence entre déjà deux types de mémoire. Vous avez la mémoire volatile, c'est-à-dire qu'elle contient les programmes et les données en cours de fonctionnement. Si voilà, je suis en train de faire, de faire un streaming, si tout d'un coup je perds mon électricité, tout mon contenu est perdu. Donc si je perdais l'électricité, tout serait perdu. Alors, faut bien se rendre compte qu'avec un ordinateur portable, maintenant, ça arrive de moins en moins, vu que on a une batterie qui est intégrée. Donc, en cas de perte, ça marche surtout par rapport par rapport aux ordinateurs fixes. Mais si vous êtes sur un ordinateur portable qui a une batterie qui fonctionne, la mémoire volatile est de moins en moins volatile. Surtout que de plus en plus de programmes sont définis de manière à ce que vous avez un enregistrement qui soit fait. Par exemple, vous travaillez sur un Word, vous n'avez plus d'électricité. En fait, Microsoft a fait en sorte qu'une trace reste directement, et lui, l'ordinateur est capable d'aller chercher, d'aller enregistrer, peut-être pas la dernière version de l'écriture, mais par contre une version intermédiaire pour avoir une trace quelque part, pour ne pas tout perdre. Deuxième type de mémoire, par rapport à celle qui peut être perdue parce qu'elle n'a plus d'électricité, vous avez celle qui reste, même hors tension. Donc contient des programmes et des données de base de la machine. La mémoire permanente, c'est elle qui va avoir l'OS, c'est elle qui va avoir vos fichiers avec toute l'arborescence, les logiciels que vous installez. Et dès que vous mettez hors tension, cette mémoire ne disparaît pas, elle reste bien écrite. Alors on va voir qu'elle peut être écrite soit en dur, de manière mécanique, soit en termes électromagnétiques, mais vous avez, elle existe. Et si par mégarde, vous avez un virus qui intervient sur votre machine, même sur un ordinateur portable, il est possible d'extraire ce disque dur et de récupérer vos données, d'extraire ce disque dur, de l'implémenter dans un autre boîtier de disque dur et de le connecter à une autre machine, et vous pouvez, si les données ne sont pas vérolées, vous pouvez récupérer l'ensemble de vos données. Alors, on va rentrer encore plus dans le détail. Alors, mémoire volatile. Il y en a 3. La mémoire volatile, c'est celle qui va la plus vite. La première mémoire qu'on va avoir, parce qu'on la connaît,
c'est la mémoire vive, ou dite autrement, c'est la RAM. Donc la RAM pour Random Access Memory. Le temps d'accès aux données est faible et ne dépend pas, PAS, de l'emplacement. Donc en fait, la RAM, hein, donc on parle de barrettes de RAM dans une tour. Vous pouvez interchanger, rajouter de la RAM à votre machine. Sa capacité, c'est donc de gérer jusqu'à 32 gigaoctets de mémoire et à une vitesse de 2 gigaoctets par seconde, ce qui est relativement rapide. Donc la RAM, c'est celle-ci qui justement vous avez ouvert un ensemble de logiciels sur votre machine, c'est elle qui imprime, ah bah tiens, donc il y a Excel qui est ouvert, il y a OBS qui est ouvert, il y a Internet qui est ouvert, il y a un PowerPoint, ainsi de suite. Et c'est elle qui va avoir tout ça en mémoire. Et si vous ouvrez des jeux et des jeux et des jeux et des jeux, pour l'instant, au bout d'un moment, ça sature. Pourquoi faut-il que les barrettes de RAM soient identiques pour que tout fonctionne ? Disons que la RAM, imaginons que vous avez une machine et vous voulez rajouter de la RAM. Il faut bien que la RAM que vous avez soit compatible avec la machine. Vous avez déjà un ensemble de connectiques qui doit être respecté. Il n'y a pas plus de capacité maximale. Sur de la RAM en tant que telle, alors à vérifier, faut mettre le prix aussi. Hein. Dès que vous voulez plus de RAM, vous mettez le prix aussi. Hein. J'ai pas vérifié la valeur en tant que telle. Mais normalement, ça dépend de la machine que vous avez. Si vous avez une machine de jeu, par exemple, vous voulez jouer à un jeu très très gourmand, avec la meilleure définition, haute définition et tout ça, oui, vous pouvez booster les machines de gamer, mais alors après, jusqu'à quelle longueur jusqu'à quelle hauteur, ça c'est une autre question. Mais de manière générale, quand on va acheter une machine portable, on va aller jusqu'à 32 gigaoctets, et puis c'est déjà pas mal, et puis à une vitesse de 2 gigaoctets par seconde. Alors, deuxième type de mémoire vive, donc après, si vraiment vous voulez vous renseigner sur les types machines, allez creuser aussi. Je pense que sur internet vous pourrez retrouver comment fabriquer sa propre machine et avoir plus d'éléments. Sur l'exemple, c'est quel DDR? Disque dur dont le R correspond à quoi? Bon. N'ayant pas de réponse, je continue. Deuxième type de... on parle pas de disque dur, hein, on parle bien de RAM, c'est pas la même chose. Le disque dur, on y vient. Deuxième type de mémoire volatile. La mémoire cache. Alors, la RAM, on est d'accord que c'est rapide. Hein. La RAM, c'est elle qui contient vos différents logiciels. Mais finalement, ce qui est encore plus rapide que la RAM, c'est le microprocesseur. Afin de ne pas limiter ses performances, en l'obligeant à attendre, hein, en obligeant le microprocesseur à attendre, on va utiliser des plus petites unités de mémoire qu'on va mettre. Elles sont beaucoup plus rapides, mais elles sont aussi beaucoup plus chères. Ces mémoires dites cache servent à conserver un court instant les informations fréquemment consultées. Donc faut bien voir que vous avez finalement trois niveaux. Donc vous avez la mémoire principale, donc la mémoire RAM, hein, sur lequel vous avez oui, je le mettrai, et puis je vous donnerai une version papier. Donc cette mémoire, donc dans la mémoire principale, vous avez donc mis votre vous avez mis un programme. Vous avez plein de choses. Vous avez finalement dans la mémoire cache deux niveaux. La première chose, c'est que donc dans le L2, qui peut aller jusqu'à quelques mégaoctets, le système va prendre le programme sur lequel que vous êtes en train d'exécuter, ou en tout cas une partie du programme. Le niveau encore plus proche du CPU donc va récupérer un certain nombre de lignes de programme, et le CPU va instrumenter, va répondre
au mot pour mot, donc à chaque octet qui passe. Il faut bien se dire que, donc autant là, ici, ligne, on va parler encore potentiellement, on peut encore imaginer être ici en termes de langage programme, de Python, de C, ainsi de suite. Alors que là, quand on s'approche du CPU, on tombe davantage sur une matière physique, donc on tombe avec une suite de 0 et de 1. Donc là, les mots, faut bien voir que c'est des octets avec des 0 et des 1. Donc il va falloir, voilà, plus on va se rapprocher du CPU, plus on va passer d'une mémoire à l'autre. Voilà, avec une vitesse donc qui va augmenter de plus en plus, mais avec en même temps une mémoire qui va diminuer en capacité. Elle va être capable de moins enregistrer, mais par contre, elle va aller de plus en plus vite. Donc voilà, ça c'est la mémoire cache. La mémoire cache, hein, donc c'est pareil, celle-là elle est volatile. Une fois que vous coupez l'électricité de votre machine, vous coupez le CPU, elle perd tout ce que vous avez sur ce chemin-là. Par contre, en mémoire principale, vous avez toujours un restant. Dernier type de mémoire volatile dont on a déjà un peu parlé, finalement celle qui est à l'intérieur du processeur. Cette mémoire du processeur, elle ne peut comprendre que quelques dizaines d'octets, mais par contre elle va très très vite. Hein, donc là, il faut bien se rendre compte que dans le processeur, ce sont des composants électroniques qui tournent, et ces composants électroniques vont à une vitesse très importante, et du coup peuvent passer, faire des calculs de manière très rapide au fur et à mesure. Ça va pour la mémoire volatile ? Donc peut-être que vous avez des questions plutôt matérielles, j'ai peut-être pas forcément les connaissances, et puis voilà, il faut un peu d'expérience, mais sinon essayez vous pouvez très bien faire une liste si vous avez des questions vraiment très matérielles, vous pouvez essayer de faire une liste et que moi je puisse vous apporter des réponses, mais c'est vrai que après je suis pas moi-même en mesure de vous dire c'est mieux de choisir cette machine-là ou cette machine-là en fonction de données matérielles. C'est plutôt, et puis c'est surtout à chaque fois en fonction de... Vous achetez toujours une machine en fonction de quelque chose que vous... Enfin, vous l'achetez pour faire quelque chose. Vous êtes un gamer, vous l'achetez pour jouer, vous l'achetez pour travailler, vous l'achetez... Voilà. Du coup, ça change un peu le choix d'une machine en fonction de ce pourquoi vous l'achetez. Alors, maintenant qu'on a fait la mémoire volatile, on va faire la mémoire... entre guillemets dure, la mémoire permanente. Alors, la mémoire permanente, donc ça aussi des fois appelée mémoire de masse ou mémoire de stockage, hein, finalement, elle est connue en fonctionnant de deux manières différentes. Donc c'est le stockage à long terme de quantité de données d'information. Alors, cette mémoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stocke, je sais pas, elle stocke vos photos, elle stocke vos musiques, elle stocke vos films, donc elle a une capacité, ce qu'on demande à une mémoire permanente, c'est principalement de gagner, d'obtenir, d'avoir beaucoup de téra, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'octets de recharge, d'avoir une capacité très importante. On lui demande de pouvoir enregistrer beaucoup de données. Donc elle sert à stocker à long terme des grandes quantités d'informations. Les technologies les plus courantes, on en parle souvent de deux, on a le disque dur, j'ai quelques fautes, donc le disque dur, et on a le disque SSD. Alors c'est quoi la différence principalement? C'est que le disque dur, finalement, vous êtes amené, le système écrit de manière électromécanique sur le disque dur. Et d'ailleurs, sur les machines qui ont un peu d'âge et que vous faites tourner beaucoup, vous allez entendre, vous allez entendre la gravure faite sur le disque dur, sur les machines un petit peu âgées. Le SSD, il va beaucoup plus vite. Hein, il a une vitesse de 500 MO par seconde, et lui par contre fonctionne uniquement par semi-conducteur, c'est comme la clé USB, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravure mécanique, hein, vous avez quelque chose qui est enregistré en termes électroniques.
Donc elle vise dans les deux cas à obtenir une capacité de stockage élevée et en généralement une vitesse inférieure aux autres mémoires. C'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande à une mémoire permanente, c'est pas d'aller vite, elle n'a pas de calcul à faire, elle a juste à sortir une donnée un petit peu plus importante. Les deux s'écrivent clé et clé, les deux fonctionnent. Voilà, donc de manière générale, hein, de plus en plus, le HDD, alors en général, le disque dur, c'est finalement ce que vous avez, disque dur externe, qui va être encore en mécanique, mais de plus en plus, ça passe à des SSD. Hein. Est-ce qu'ils sont amenés à disparaître? Alors oui, on peut utiliser les deux dans une même machine. En l'occurrence, moi, mon ordinateur est un mixte entre les deux. Puisqu'il était entièrement disque dur et qu'on on a remplacé une barrette de disque dur par une barrette SSD. Est-ce que les HDD sont amenés à disparaître? C'est une bonne question, faudrait demander aux industriels. Je sais pas. Faudrait se renseigner. C'est quoi votre compo à vous? Ça veut dire quoi, compo? Ah, ma config d'ordinateur. Faudrait que disons que j'en ai deux sous la main, donc faudrait que je fasse le point. Après, la différence, je disais tout à l'heure qu'on choisit un ordinateur pour ses besoins. Moi, mon besoin, c'est pas de jouer. J'ai pas. Ah, vaut mieux privilégier lesquels? De plus en plus, moi, on dirait plutôt SSD. Après, je sais pas trop vous dire. Là, voilà, de plus en plus, hein, toutes les machines qui sont achetées sont plutôt du SSD en entier. Après, quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Faut que je creuse encore. C'est pas les mêmes SSD pour les PC portables, HDD pour le stockage. Après, oui, je pense que le SSD doit être un petit peu plus léger. Peut-être un petit peu chauffé, un petit peu moins, je sais pas, peut-être comme il va un peu plus vite. Moi là, vous parliez de config ordinateur, moi j'achète mes ordinateurs, j'ai besoin de pouvoir les trimballer partout. Donc je veux des choses qui... Bah non, c'est pas pour jouer. Moi je veux quelque chose où, quand on fait des cours comme ça sous cette forme, et là notamment de la vidéo, il faut quand même une machine qui tienne le coup, d'être allumée quasiment toute la journée, et et de faire, qui doit quand même tourner un petit peu. Donc non, je fais pas de jeu particulièrement, puisque moi je prends d'abord plutôt des ultrabooks, parce que j'ai besoin de les transporter beaucoup. Mais oui, après c'est un bon processeur. Donc après, là le PC blanc que j'ai en salle de cours que vous voyez de temps en temps, c'est un i7, hein, mais je peux vous dire que les PC... mon objectif, c'est pas d'utiliser des jeux dessus, parce qu'il y a aussi une histoire de mémoire pour avoir, dans ma jeunesse, déjà cramé un ordinateur, à avoir trop joué, et du coup à avoir flingué... pas la mémoire, pardon, la batterie. Donc après, je pense que c'est pas... si vous croyez que c'est le lycée qui paye les ordinateurs, vous l'aurez. Voilà. Non, pas les PC. Pas les PC du lycée. Non, faut pas pousser non plus. Donc voilà, donc après HDD, SSD, c'est à creuser. Renseignez-vous par rapport à ce dont vous avez besoin. Faudrait presque réussir à faire un TP, on fabrique notre ordinateur nous-mêmes, mais c'est pareil, je suis pas sûre que le lycée soit tout à fait ok pour faire un TP dans ce goût-là. J'ai une question. Par rapport au CPU, parfois j'entends les termes comme multithreading. Alors attendez, parce que du coup...
Alors, ce qui se passe, c'est que quand on parle, donc je disais tout à l'heure sur les CPU que vous avez donc là je parlais Intel Core i5, i7, ça veut dire que vous avez plusieurs CPU, voilà, vous avez plusieurs cœurs hein, en parallèle. Faut bien se rendre compte qu'il est difficile pour l'ordinateur. En fait, initialement, les ordinateurs n'avaient qu'un seul cœur. Et potentiellement, nous en tant qu'utilisateurs, on demande beaucoup d'opérations en même temps. Et que c'est très difficile pour l'ordinateur qui n'a qu'un seul cœur de dire bon alors je dois faire ça et ça et ça et ça. Donc il y a l'unité de contrôle qui fait le dispatch, mais quand vous n'avez qu'un seul cœur, finalement il ne peut faire qu'un seul programme à la fois. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on parle des fois de c'est bien mon ordinateur il fait des choses en simultané. En fait dans la réalité c'est pas totalement vrai. Il peut maintenant faire des choses en simultané parce qu'on a multiplié les cœurs. Parce que dans un même microprocesseur, on en a mis plusieurs côte à côte. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que l'unité de contrôle décide d'avancer en parallèle plusieurs bouts voilà, plusieurs progressions. i5 jusqu'à 7 ce sont des... D'accord. Voilà, alors après le multithread, voilà, ils disent, un processeur est dit multithread s'il est capable d'exécuter efficacement plusieurs threads simultanés. Donc un thread étant une tâche. Donc voilà, en fait c'est comment est-ce que l'unité de contrôle arrive à dispatcher plus ou moins un ensemble de tâches à faire. Donc alors j'ai un peu perdu la question de démarrage, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on entend par multithread? Ça veut dire qu'on arrive justement à faire plusieurs tâches en parallèle. Donc l'une des solutions, ça a été de multiplier dans un même CPU, de multiplier le nombre de corps, le nombre de cœurs, i5, i7, et puis d'en rajouter au fur et à mesure pour aller de plus en plus vite. C'est-à-dire, au lieu de mettre une seule ligne de production, vous en mettez 3, 4 à la parallèle. Ce sont des cœurs virtuels ou non? Je n'en sais rien. Ça dépasse mes connaissances pour l'instant. Donc, à mon avis, ils doivent quand même avoir une existence physique, j'imagine. Donc là, si on a là dans les multicorps, donc un microprocesseur multicœur est un processeur possédant plusieurs cœurs physiques. Donc non, a priori c'est bien physique. Après je dis pas qu'il y a une surcouche, il y a peut-être une surcouche virtuelle, mais non, je pense que justement ils ont dû réussir à mettre côte à côte physiquement voilà, à démultiplier le même composant électronique côte à côte et à réussir à orchestrer qui est-ce qui avance à quel moment pour que tout le monde avance un petit peu, au lieu de dire finalement je suis en train de faire un jeu et en même temps j'ai Discord qui tourne. Ah non, tu finis ton jeu avant de pouvoir passer sur Discord et qu'il se mette à jour. Enfin bon, voilà, c'est... Moi je visualise ça comme ça. Après c'est toujours un peu compliqué. Donc là je vous dirais enfin voilà, si vous voulez des informations, essayez de creuser par un peu aussi. Il vaut mieux un CPU dual-core à une fréquence élevée ou un quad-core à une fréquence moins élevée. Alors là, en fait, on rentre en électronique avec ces questions-là. On rentre dans le cœur électronique de la machine. Et moi, je veux bien essayer de vous entamer un cours là-dessus, mais on va changer de niveau alors. Je veux bien essayer de creuser, mais c'est hors programme. Et là, pour l'instant, à l'instant T, j'ai pas les données. Je peux pas vous le dire.
Donc soit vous pouvez prendre, essayer de prendre du temps pour faire un exposé là-dessus, si ça vous intéresse. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Vous passez, vous tentez l'expérience via Twitch et puis on fait des exposés à distance, hein. Écoutez. Mais voilà, là, voilà, je suis assez d'accord. Alors, mais bon, au moins ça vous intéresse, c'est bien. Si on termine sur les composants, il y a les derniers et sans quoi ça ne fonctionnerait pas. Il faut que ça circule tout ça. Il faut que les données circulent dans les différentes parties. Et pour ça, il y a 3 types de bus parce qu'il y a 3 types de, entre guillemets, de données, d'éléments à transiter. Donc il y a le bus d'adresse qui permet de faire circuler donc les adresses, c'est-à-dire où se situent les données. Il y a le bus des données en tant que tel qui permet de, voilà, assez classique. Et puis vous avez le bus de contrôle qui permet de spécifier finalement, tiens, qu'est-ce que tu effectues là? Ah toi d'abord tu commences par écrire sur le disque dur, puis toi tu récupères les données, tu lis les données, tu fais ton calcul, voilà. Et le bus de contrôle va donc commencer à faire le lien entre tout. Le bus de contrôle de commande. Donc voilà, ça nous permet de faire le passage. Et l'ensemble de tout ça va nous faire une machine fonctionnelle. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de visualiser finalement le fonctionnement de tout ça. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait fait une addition en langage assembleur. On va reprendre ce langage assembleur et on va voir ce qui se passe dans un ordinateur. Alors, je vous ai mis le lien ici, donc en fait, ce que j'ai récupéré, ce que j'ai trouvé sur internet, c'est un simulateur de ce qui se passe, donc on retrouve dans un ordinateur. Donc d'un côté, vous avez le langage assembleur, vous avez donc les notions de registre, hein, donc je rappelle que le registre, c'est la mémoire propre au CPU, au microprocesseur. Vous avez l'unité de contrôle, vous avez l'UAL, donc celui qui fait les calculs, vous avez les entrées, les sorties, et vous avez la mémoire principale. Et on va voir, donc là j'ai juste demandé l'addition, donc on a finalement 4 lignes à faire, et on va voir ce qui se passe, et puis au fur et à mesure, je vais définir. C'est quoi statut? Où est-ce que tu vois? Ici. Alors on va voir que, ça va être finalement quel est le statut. On va le voir évoluer au fur et à mesure. Alors, si on commence, je vais mettre pause à chaque fois pour expliquer ce qui se passe. Donc là, vous allez voir, vous allez avoir le lien qui va se faire. Donc, première chose, hop, donc là, j'ai sélectionné une addition. Et je vais le faire étape par étape. Donc déjà, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 0 qui est ici, alors, première chose, à partir du moment où ça a démarré, est apparu un ensemble de chiffres dans la mémoire, uniquement à la partie 0. Et 0, 1, 2, 3, 4. Finalement, ces codes-là, alors là je les ai laissés en décimaux, mais dans la réalité c'est plutôt de l'hexadécimal. Ces chiffres-là correspondent au codage de ma ligne d'assembleur. C'est-à-dire que cette ligne d'assembleur-là, elle a un équivalent en langage machine, donc en binaire qui peut être traduit en hexadécimal, qui peut être traduit en décimal. Et donc cet élément-là correspond à cette ligne-là. Cette ligne, la deuxième ligne, donc ligne 1, chiffre 1, ligne 2, chiffre 2, et ainsi de suite. Donc j'ai 4 lignes. Et là, dans ma mémoire, donc il faut bien se visualiser que ça correspond à la mémoire dure, hein, c'est la mémoire permanente. Voilà, j'ai tout est codé au niveau de ma mémoire. Donc là, ma ligne 0 est passée, donc mon PC, il est à ma ligne 0, et ce 0, il se balade. Alors, où est-ce qu'il va? Donc, vous avez une première partie, donc la première chose, c'est que donc il est sorti de mon registre, il est à la ligne 0 de mon PC, et il a commencé par faire un incrément, c'est-à-dire qu'il a dit, j'ai envoyé la ligne 0 pour qu'elle fasse ce qu'il faut faire, mon PC va passer à
0 plus 1, donc à 1, pour que lui, il puisse avoir la suite. Et en parallèle de ça, ce 0-là va aller chercher, finalement, cette ligne-là, elle dit quoi? Enfin, voilà, elle va chercher la ligne de programme. Donc cette ligne de... Oups. Ah, je suis repassé au début, pardon. Hop, voilà. Oui. Ah, excusez-moi. Je pensais faire une pause. Et puis ça marche pas. Donc là, donc voilà, je remonte. Alors, step. Donc là, hop, il va chercher... Voilà, il va chercher. Alors, donc le premier a incrémenté. Donc il a incrémenté le PC. Lui, il se dit, la prochaine ligne que je vais devoir aller chercher, c'est le 1. C'est-à-dire le deuxième, INP R1, 2. Et cette ligne-là, qui correspond au codage de cette instruction, elle a été prélevée dans la mémoire principale et elle va être envoyée, alors non pas ici puisque là c'est unidirectionnel, mais qui va passer par ce canal-là. Voilà, donc ce canal-là, il va récupérer, donc voilà, il passe par cette porte-là et va directement se traduire. Donc on récupère finalement ce codage-là est traduit pour expliquer ce qu'il doit faire et c'est le control unit qui récupère l'instruction. Et finalement, que veut demander cette ligne-là? Cette ligne-là, elle me demande de déterminer, de mettre une valeur. Donc là, il me demande d'entrer une valeur. Finalement, le control unit, il me dit cette instruction-là, ça correspond à dire vous voulez quelle entrée. Donc là, je vais rentrer une entrée. Voilà. Donc voilà, j'ai mis 4. Ensuite, le 4 repart. Donc l'information qui a été prise via mon clavier repart dans le système. Où est-ce qu'il va s'enregistrer? Il va se mettre dans le registre. R0, 4. Donc ici, donc dans R0, j'ai rentré un 4. Et ça, c'est la fin de ma première ligne. Ici est devenue en rouge ma deuxième ligne, c'est-à-dire ma deuxième instruction de langage assembleur. Donc là, on continue. Deuxième étape, donc là, à nouveau, il se partage, il va chercher la deuxième ligne. Il repasse par le même chemin, il va... Hop, oh, décidément. Il va... Hop, donc là, j'ai rentré ma valeur. Voilà, il va rentrer dans mon système. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande ma deuxième valeur. Donc là, même chose. Je vais mettre un 8. Il repart. Il va s'enregistrer dans le registre. Troisième étape, je dois additionner. Donc ma commande d'instruction est envoyée au contrôleur unit et mes deux valeurs sont renvoyées dans la UL qui va faire le calcul et qui va remettre 12 dans le registre. Dernière ligne, je dois sortir ma valeur 12 pour l'afficher. Donc il va à nouveau renvoyer dans l'unité de contrôle qui va renvoyer 12 dans ma sortie. Dernière étape, Alt, il faut bien renseigner l'ordinateur que c'est fini, que j'ai plus rien à faire, que lui il a fini son travail et que le programme est fini. Alt et ça se termine. Donc en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est l'ensemble, voilà, c'est l'ensemble de l'intervention de l'ensemble des systèmes. Alors, Half duplex, du coup, je suis en train d'aller voir ce que tu veux dire par half duplex. Pour moi, un duplex, c'est plus du réseau. C'est pas interne à la machine. Alors oui, dans le sens où ça transporte l'information dans un seul sens. Mais oui. Alors que le MBR va pouvoir le transporter dans les deux sens, même si l'on n'a pas d'exemple. Donc oui, peut-être
vous pouvez dire que c'est un alpha duplex. Mais j'ai peur que ce soit surtout très dédié, voilà, transmission de données à un autre niveau, plutôt à un niveau réseau. Voilà, donc c'est pour se rendre compte que finalement tout est enregistré en mémoire au fur et à mesure. C'est surtout ça qu'il faut se rendre compte, et que chacun a bien son rôle défini au fur et à mesure. Est-ce que ça vous permet de comprendre comment fonctionne l'intérieur de votre machine? Finalement, c'est ça l'important. C'est la même chose en 64 bits. Alors après, 32 bits, 64 bits, le fonctionnement est le même. Ce qui a changé, c'est que les composants peuvent prendre davantage aller un peu plus vite. Donc oui, je pense que le fonctionnement est le même. Par contre, la technologie a un peu changé, et on peut prendre des mots beaucoup plus importants. Et sur je pense que sur un smartphone et une tablette, ils ont dû s'inspirer du même modèle. Vous avez... Après, la différence avec un smartphone, c'est quand même qu'on a en principe que le smartphone est quand même beaucoup plus axé sur Internet. Donc vous avez peut-être plus d'éléments, et encore non, c'est enregistré en dur, parce que vous avez des cartes SD qu'on peut rajouter à l'intérieur de la coque. Donc non, je pense que ça doit fonctionner à peu près de la même manière. C'est plutôt l'OS qui est au-dessus qui doit bouger. Y a-t-il des téléphones gamers? Je ne sais pas. C'est peut-être à inventer. Bon, il y a des tablettes qui sont plus puissantes que d'autres. Après, on peut peut-être pas encore téléphoner avec une Switch, mais ça peut venir. C'est plus facile. Une fois qu'on a des jeux, on pourrait très bien téléphoner avec. Le kernel, c'est lui qui donne l'entrée au CPU. Alors, donc là on est... en fait, faut se dire donc que tout ça, on met des choses en parallèle. C'est-à-dire que on a... Donc, tout ça, c'est ce qui fonctionne au niveau de la machine en parallèle. Et puis derrière, on a la surcouche logicielle. Donc on a le logiciel, le matériel. Et entre deux, ce qui fait le lien... Donc après, c'est pareil, il faudra qu'on en parle. Il faut que je fasse de toute façon, il faut que je vous parle de l'OS et de ce qu'il y a entre les deux. Voilà, l'OS va faire le lien entre la partie logicielle et la machine et le cœur. Donc ce que tu appelles kernel, t'entends par noyau? Comme ce qu'on disait quand on avait regardé la vidéo où il y avait les logiciels GNU d'un côté, qui était le système d'exploitation. Il y avait il y avait le cœur du noyau qui était Linux, et puis du coup la machine qui est derrière. Donc voilà, faut que je refasse encore du lien là-dessus, parler d'OS, de refaire le lien entre le logiciel, le matériel et du coup ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire l'OS. Donc je vous referai un diapo là-dessus sur l'OS. De toute façon, c'est au programme, et je l'ai pas encore fait. Donc on en reparlera un peu plus tard. Je réponds à ta question plus tard. Donc c'est lui qui donne l'entrée, pour moi, du logiciel, oui, mais pas... c'est ça, il y a plusieurs entrées finalement. Vous avez l'entrée logicielle, et puis vous avez l'entrée physique derrière. Ça va? Bon. Pour terminer cette première heure, je termine sur des choses qui, finalement, après tout ça, semblent assez évidentes. Mais bon, on ne sait jamais. Finalement, tout ce qu'on a vu là, c'est bien au cœur d'une machine. Alors bon, même si cette image commence à dater un peu, on a finalement, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup
d'ordinateur fixe chez vous. Alors peut-être c'est moi qui suis plus maintenant ordinateur portable. Mais voilà, donc vous retrouvez dans un ordinateur l'écran. Alors la carte mère, hein, donc la carte mère c'est elle qui possède le CPU, qui possède les registres, hein, c'est ce qu'on disait au tout début. Le micropros juste au niveau de la carte mère. Ensuite, vous avez tout ce qui est connecteur, donc vous avez des bandes de connexion plus ou moins importantes qui peuvent être, voilà, qui en général sont les parties un petit peu plus fragiles au niveau des connecteurs. Les barrettes, les mémoires vives, la RAM, donc que vous pouvez en rajouter plus ou moins en fonction des machines et puis de votre utilisation. Les cartes d'extension, c'est-à-dire carte graphique, voilà, carte graphique, carte vidéo, tout ce que vous pouvez imaginer. J'imagine qu'il y a la carte son pour améliorer un peu tout ça. L'alimentation, le lecteur graveur si vous en utilisez encore, le disque dur, et puis ensuite clavier souris. Donc voilà, l'architecture globale, mais finalement tout ce qu'on vient de voir est noyé là-dedans. Alors, je me suis posé la question en début d'année, et puis l'un d'entre vous m'a posé la question, est-ce qu'on va démonter un ordinateur? Est-ce que vraiment c'est utile? Je suis pas sûre, parce que finalement on ne voit pas grand-chose. C'est de l'électronique à très bas niveau, à un niveau qui est étudié. Faut bien voir que, mon avis, pour avoir les capacités en électronique à comprendre ce qui se passe dans un ordinateur, faut au moins aller à bac+4, bac+5. Hein. Donc est-ce que démonter un ordinateur et voir une barrette de RAM, je peux vous en montrer une, ça vous aidera pas à comprendre comment ça fonctionne. Puis c'est des choses qu'on peut retrouver même en démontant des vieux PC chez soi, qu'on peut retrouver assez facilement. Donc démonter un ordinateur, est-ce que c'est pertinent? Je ne suis pas certaine. Voilà, il est 14h. Je vous propose de faire une petite pause et puis de reprendre après, de changer un peu de sujet, et on reviendra de toute façon sur des notions comme ça, par les OS, parler d'éléments un peu matériels pour revoir comment tout ça est relié. Ça vous va? Rendez-vous à 14h05-10 et puis on change un peu de sujet. Donc on va parler d'un algo, mais vous allez voir que j'ai essayé d'amener ça de manière un petit peu plus ludique que de juste parler algo. Voilà, c'est la récré.